Nous voici à bord de rivière. Je vous souhaite la bienvenue à tous les deux à Luchon Express TV. Je dis bonjour en premier à Patrick, qui va avoir l'honneur de nous présenter son invité du jour. Bonjour Christian, bonjour à Luchon Express TV. Alors, effectivement, je vais présenter Isor Gratakos. On se connaît depuis pas très longtemps, mais suffisamment pour voir la qualité du travail qu'a fait Isor. Isor, donc, est docteur en lettres, mais elle est professeure d'histoire également. Elle est anthropologue et également géographe. Donc, elle a tout, en fait, pour nous parler de notre histoire et surtout de l'histoire très très ancienne de nos vallées pyrénéennes. Et aujourd'hui, ce que nous allons évoquer, donc, c'est ce qui se passait dans les vallées, du temps, ça remonte à combien de temps? 2000 ans, 3000, 4000? Cela dépend de quoi? À quoi faites-vous allusion? Sur les femmes pyrénéennes. Ce qui se passait dans les vallées. Pour les femmes pyrénéennes. Pour les femmes, donc, parce je voudrais... Ne remontez pas à 2000 ans en arrière. Restez tout simplement à 50 ans. Oui, d'accord. 50 ans, ou disons juste l'immédiate après-guerre. Oui, d'accord. Mais là, on parle des femmes pyrénéennes dans leur statut valléen, donc qui remonte à beaucoup d'années. Voilà. Isor, c'est à toi ou c'est à vous comme... Oui, parce que c'est vrai, je suppose que vous faites allusion à ce statut social particulier. C'est vrai. C'est ça. Et très en avance parmi les sociétés contemporaines. Une société valléenne. Je devrais dire des sociétés valléennes. Parce que les Pyrénées, ne l'oublions pas, ne sont pas un massif. C'est une chaîne, ce qui change tout. Dans un massif, le réseau hydrographique est rayonnant, et comme par exemple c'est le cas pour le massif alpin, qui a d'ailleurs 1000 mètres de plus que les Pyrénées, et les eaux, disons que la distance entre les sources et les niveaux de base est relativement longue, et cela fait des vallées assez larges, ouvertes sur, pour les Alpes, des horizons différents, des horizons culturels différents. Tout à fait. Pour les Pyrénées, ce n'est pas la même chose. Elles sont issues de la pression entre la plaque, ce qu'on appelle la plaque européenne, et la plaque africaine. Géologiquement parlant, l'Espagne fait partie de la plaque africaine, qui ont soulevé les sédiments qu'il y avait par-dessus, et ça finit par faire, en ajoutant pas mal de millions d'années, cette chaîne magnifique qui, c'est vrai, cette chaîne des Pyrénées qui s'étire d'un horizon à l'autre, c'est un des grands spectacles du monde. Mais cela veut dire aussi que s'il y a ce spectacle magnifique, c'est parce qu'elles ont monté relativement vite à l'échelle des temps géologiques et que la dénivellation est très importante entre les sources et les niveaux de base. C'est ça qui en fait tout l'intérêt, surtout pour le versant nord. Parce que, regardez pour Luchon, oui. on passe de, disons, 300 et 400 mètres et 500 d'altitude en à peine 18 km à vol d'oiseau. Nous sommes aux 3404 mètres de l'Aneto. Une dénivellation énorme. Ce qui fait que dans le versant nord pyrénéen, les eaux ne coulent pas, elles dégringolent. Elles dévalent. Et elles ont donc un pouvoir de creusement important, et elles ont fait, c'est cela qui explique tout, cette série de vallées versant nord, de vallées parallèles les unes aux autres, courtes. Elles sont courtes, oui. Le versant nord, donc, nous venons de le voir,
est très court. Et elles sont, comme l'avait déjà vu, et oui, je vais vous parler d'un témoin qui lui arrive d'il y a plus de 2000 ans, Jules César. Oui. Il l'avait vu ça. Il avait vu ce relief particulier, et car Jules César était c'est vrai, un conquérant, mais il observait, il regardait, il étudiait, parce que les Romains étaient des colons, ne l'oublions pas. Oui. Hein. Donc, Bon. eux, ils essayaient de récupérer quelque chose. C'est ça. Et alors, la merveille des merveilles pour Jules César, c'est qu'après avoir s'être déplacé et avoir observé, il notait le soir ce qu'il avait vu pendant la journée et qu'il avait autour de lui une équipe, et en particulier le fameux Hirtius, qui lui aussi observait, étudiait et avec marqué, César. et marqué. Bien. Et César, tout cela, tout ce qui a été écrit sur les Pyrénées, nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, 56, vous voyez, avant Jésus-Christ. Ça a donné lieu à ce que bien des élèves en lycée connaissent, le texte qui s'appelle De Bello Gallico, la guerre des Gaules de César. Et voici ce que César écrit dans De Bello Gallico au sujet de ces fameuses Pyrénées, donc qu'il longeait avec d'ailleurs en toute sécurité, hein, avec une légion derrière lui. Bon, d'abord il a parlé des vallées qu'il qualifie de profondes, boisées et incertaines. Et il ne s'y est pas risqué. Il faut attendre pour voir le bout du pied d'un Romain dans la partie élevée des vallées. Il faut attendre le Bas Empire, c'est-à-dire 4e siècle après Jésus-Christ. Sinon, donc, pas de latinisation. Ce qui veut dire que les façons de vivre des gens dans les Pyrénées restaient là, ce qu'on appelle la culture, restaient là inchangées, pas bousculées par la latinisation. Complètement. Et oui, c'est ça qui est important. Et alors, ces vallées, donc chacune de ces vallées, sont autant de compartiments parallèles les uns aux autres, qui se sont socialement organisés et gérés de façon autonome jusqu'à la Révolution française, pendant donc des milliers d'années, depuis sans doute le néolithique. D'accord, du néolithique jusqu'à la Révolution. En fait. Bon, voilà, c'est-à-dire, bon, allez, mettons, pour la gestion valléenne, je ne sais pas, la population s'est peuplée, les parties hautes des Pyrénées, oui, dès le néolithique. Oui, mais ça on l'a vu ensemble. C'est ça. Puisqu'on avait vu des cromlechs un peu partout. C'est ça. Car n'oublions pas qu'il faisait, il y a pas beaucoup, disons en 3000, 4000 avant Jésus-Christ, il faisait plus chaud que maintenant. Il faisait 6 degrés de plus, 5-6 degrés de plus que maintenant. Pardon? Il faisait 5 à 6 degrés de plus que maintenant, au niveau de température. Oui, je ne sais pas, mais il en faisait bien 3 ou 4. Oh, mais d'accord. En tout cas, il en faisait, c'était suffisant pour que ce qui tombe en neige actuellement, en altitude, ça tombait en pluie. C'est ça. C'est-à-dire qu'on avait, on avait un climat méditerranéen en fait. Ou semi-méditerranéen. Il y a deux époques. Il y a un chaud et humide et un chaud et sec. D'accord. Et pendant le point important, c'est que vers 5000 avant Jésus-Christ, nous sommes dans les époques où la pastoralité s'est installée et depuis pas très longtemps. Or, comme il ne neigeait pas, les vastes espaces qui sont justement en altitude. Les altiplanos, les plaines altitude. Oui, il y a beaucoup de plats, effectivement. De zones planes, ce qui fait l'intérêt des Pyrénées aussi. Des zones, et que les populations néolithiques ont adoré. Mais c'était plat,
et c'était suffisamment haut pour ne pas être trop chaud. D'accord. Et ces plats pyrénéens qui datent de l'ère primaire, bien rabotés, ont été remontés à l'ère tertiaire et sont donc des situations idéales pour des aménagements humains. Ouais, Alors on peut parler peut-être d'un altiplano. Altiplano. Peut-être, oui. Pour donner un ordre d'idée. Ce n'est pas le, mais ce le sont même. des plats. il Ce n'est sont des pas- plats. Ce sont des plats. Ce sont des plats. Ce sont des plats. D'ailleurs, la toponymie pyrénéenne le montre bien. Dans les Pyrénées, vous avez mais par dizaines et dizaines des lieux qui s'appellent les plats, plagnes, plagnots, plagnolos, planisolo, etc., etc. Et donc, ce sont ces endroits qui aussi, l'horizontalité dans la verticalité, qui explique le grand intérêt des Pyrénées pour un peuplement humain. Oui, je comprends. Je comprends. Donc à partir de ce moment-là, l'homme s'installe, il vit donc en altitude, parce que la température lui permet de vivre en altitude, puisqu'il ne neige pas, contrairement à ce qui se passe actuellement. Il y a le pastoralisme qui se met en route, et il y a toute une société qui va tourner autour de ça, qui va se mettre en route dans ces espaces valléens, dans les différentes structures de vallées. Et alors, donc la femme là-dedans... Eh bien, justement, Jules César, encore lui, l'avait vu avec son équipe d'observateurs et il a noté aussi dans des bello gallico en parlant de ce qu'on appelait les peuples, les populations qui occupaient toutes ces vallées parallèles les unes aux autres. Il a écrit ceci: ils sont absolument ou totalement, je ne garantis pas la traduction, totalement différents des autres peuples de la Gaule par la langue, les mœurs, les lois. Et différents de quoi? De ce qu'il connaissait, lui, à savoir toutes ces sociétés indo-européennes qui, toutes construites sur le même modèle que nous connaissons encore aujourd'hui, vous allez le reconnaître, c'est-à-dire un modèle pyramidal, avec l'idée de sommet, peut-être de début aussi, ça ce sera pour les religions, c'est une hiérarchie, de sommet, et de sommet unique, un mono quelque chose, mono, un seul. Oui. Hein, ça donnera les mots d'archi, mono, archos, un seul pouvoir. D'accord. Un sommet au-dessous des privilégiés, et ce sera plus tard, par exemple, pour la royauté française, une noblesse, à la base, le peuple. Tout à fait. Le pouvoir, donc, étant exercé depuis un sommet et descendant. Tout descend. Tout à fait. Tout est en une position pyramidale, hiérarchisée et descendante. Or, qu'est-ce qu'il y avait dans les vallées pyrénéennes? Tout le contraire. Exactement l'inverse. Tout le contraire. Elles ont dû apparaître à César et à bien d'autres, ces vallées pyrénéennes, comme un monde à l'envers. Une montagne à l'envers. Parce que le pouvoir ne partait pas d'un sommet vers la base, à l'inverse, il partait de la base vers le sommet. Et alors, pour premier point, il n'y avait donc pas le concept de sommet, de mono, sommet unique dans les mains d'un seul. Et en effet, c'est cela qui dit tout. Nous sommes dans cette vieille société pyrénéenne, non point dans la société de l'individu, mais dans celle du groupe. Oui, complètement. Parce que c'est une société fort ancienne, nous le verrons. Et donc, la base dans les Pyrénées pour la gestion de ces chacun de ces microcosmos qu'étaient les vallées, le pouvoir partait du groupe de base
qui était, j'ai failli dire, qui est toujours, la maison. La maison pyrénéenne, sans doute l'héritier des vieux clans néolithiques, nous n'en savons rien. Le foyer. Mais la maison pyrénéenne, ce n'est pas, il ne faut pas la réduire au mur. Hein, ce n'est pas ça du tout. C'est un foyer, c'est le foyer. C'est une personne morale. Oui. C'est autre chose même qu'un foyer. Je me permets de préciser. C'est une personne morale. Une personne morale, et c'est elle qui a un nom. Ce ne sont pas ceux qui y vivent dans la maison qui ont, eux, un nom, et comme dans le système latin, par exemple, patriarcal, le mot de patriarcal dit bien d'ailleurs ce qu'il veut dire. Hein, un nom qui est celui du père et de celui qui, à l'image des sociétés pyramidales, dans les sociétés pyramidales de type antique ou latin, eh bien, pareil, nous sommes un régime patriarcal, c'est-à-dire qu'il y a un individu mâle qui donne, qui crée une lignée grâce aux autres individus mâles, et ainsi s'élargit la base de la pyramide. Tout à fait. À l'envers aussi, nous sommes dans les Pyrénées. C'est complètement puisque nous avons donc le groupe de la maison qui est à la base, et c'est ce groupe qui a, je le répète, un nom. Un nom qui est en général un toponyme lié au lieu, ou à une particularité physique du coin. Bon, chez Peyratun, là où il y a des pierres, chez Dawatch, en bas par exemple. Bon. Et donc, quand vous êtes dans une membre d'une maison, votre nom, c'est celui de la maison. Ouais. Et c'est cette chose tout à fait remarquable qui a duré, qui dure encore maintenant, jusqu'à nos jours. Si vous vous appelez par exemple Paul Barrère et que vous habitiez dans la maison qui, elle, est connue dans la vallée pour être la maison de chez Peyratun, eh bien vous serez Paul de Peyratun. Si vous vous appelez Jeanne, Jeanne Boué, répandu, et que vous habitiez dans la maison qui, elle, s'appelle Sodé Dawatch, So, ça veut dire Atsodé, ça veut dire chez, en gascon. D'accord. Atsodé. Donc, Dawatch, eh bien, vous serez pour tout le monde Jeanne de Dawatch. D'accord. On ne vous connaît que sur ce nom-là. Quand je fais mes enquêtes de terrain, que j'ai menées pendant mes enquêtes de terrain, que j'ai menées pendant 45 ans dans la zone centrale pyrénéenne, il m'arrivait de chercher ainsi quelqu'un dont je n'avais par exemple que le nom de famille, comme on dit. Bon, quelqu'un, j'en cherchais un qui s'appelait Médan un jour, dans le Nistos. Je ne le trouvais pas dans les petites routes. D'accord. Et j'ai vu, heureusement, j'ai rencontré un groupe de 2 indigènes à qui j'ai demandé où habitait Paul Médan. Première question, et de chez qui? Eh oui. Voilà, tout le monde s'appelant Médan, c'est un nom très répandu dans le Nissos, il fallait donc que je dise de quelle maison il était. Par un heureux, très heureux hasard, dans la définition qu'on m'avait donnée, on m'avait donné le nom de maison. D'accord. Je l'ai donc dit, j'ai dit chez Lacantaire. Ah bon, mais bien sûr, vous continuez là, 800 mètres, puis première. C'est le nom de maison que l'on connaît. Que l'on connaît, Et alors, c'était cette maison qui était à la base de la gestion valléenne. Un représentant par maison ou une
ou une, Oui. se réunissaient avec les autres dans ce qu'on appelait la Béziaou, qui est l'ancêtre de nos communes ou de actuelles, et décidaient ensemble de délibérer et voter pour régler les affaires de la Béziaou. Un ou une. Qui? Tout est là. Oui, c'est ça. C'était l'aîné de la maison qui se réunissait avec les autres. Oui, mais l'aîné, homme ou femme. Bien sûr. L'aîné, homme ou femme, puisque il n'y avait aucune raison qu'il y ait une sélection par sexe, comme c'est le cas dans le patriarcat, puisque aucun homme ne donne son nom à quoi que ce soit, puisque c'est la maison qui préexiste aux individus et qui, elle, a un nom. Bien sûr. Donc, ce fameux droit d'aînesse pyrénéen n'est pas un privilège. Le droit d'aînesse pyrénéen, c'est d'abord un moyen. Le moyen de ne pas diviser la maison. S'il y avait fallu le partager entre les frères et sœurs, la maison n'existait plus. Or, ce droit d'aînesse est aussi une fonction, celle de gérer la vie de la vallée. Si la maison n'existe plus, c'est la mort, c'est inconcevable pour un Pyrénéen. C'est la mort de la gestion de la vallée. Donc, grâce au droit, les aînés se réunissaient entre eux et, comme je l'ai dit, géraient les affaires de la Béziaou, mais aussi celles de la vallée. Donc, comme vous le voyez, à 3 niveaux, c'était géré. Groupement des maisons pour la commune de base. Ensuite, un niveau intermédiaire où les délégués de maison se retrouvaient et les Béziaous se retrouvaient ensemble et ils délibéraient et elles délibéraient pour élire ou alors tirer au sort un ou une représentante au 3e niveau, au conseil valléen. D'accord. Et cela pouvait donc être aussi bien un homme qu'une femme. Donc c'était l'égalité à ce niveau-là, au niveau des sexes. Absolument. Voilà. Total, il n'y avait pas de genre. Tout à fait. Le sexe est biologique, sexe masculin-féminin, le genre est social. Ce sont les fonctions ou les caractères que vous attribue une culture, une société. Là, il n'y avait pas de différence pour le genre. Les femmes, donc, comme les hommes, participaient à la vie et géraient la vie sociale, pourvu qu'ils et elles soient l'aîné. Oui, tout à fait. Alors, il y a quand même une inégalité entre les aînés et les cadets. Oui, bien sûr. Puisqu'il n'y avait que les aînés qui avaient droit au chapitre. C'est ça. Et qui pouvaient être, dont les femmes pouvaient être parfaitement consuls de vallée. L'historien Soulet l'a très bien montré. Les femmes pouvaient être consuls de vallée dans les Pyrénées jusqu'en 1793. Oui, c'était l'abolition des privilèges, c'est le 4 août 1793. Et ce n'est pas dû tout à fait à l'abolition des privilèges. Là, c'est dû à... c'est un peu plus tard, cela. C'est la, disons... la répartition le nouveau découpage, faisons simple, le nouveau découpage, c'est ça, administratif de la République qui va mettre en place les départements, un autre système, les communes et les départements. Et donc, ce qui se passe, c'est que la Révolution française, qui est une évolution historique magnifique, remarquable, bien entendu, puisqu'elle établit l'égalité à la naissance, ce qui n'existait pas avec le système monarchique antécédent. Bien sûr, bien sûr. Bon, et bien là, c'est l'égalité à la naissance. Et bien la Révolution française, elle ignore complètement les femmes en tant qu'êtres citoyens. D'accord. Les femmes n'existent pas comme êtres citoyens. D'accord. Mais entre deux,